à tous. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais au début de ma chaîne, je sortais mes vidéos dans un ordre bien particulier. Je commençais toujours par une vidéo sur un mouvement artistique ou un thème généraliste, puis je faisais le portrait d'un artiste représentatif de ce mouvement ou de ce thème, et je finissais par illustrer tout ça avec l'analyse d'une œuvre spécifique. Par exemple, ça donnait vidéo générale sur le surréalisme, portrait d'artiste sur Salvador Dali et analyse d'art sur Le violon d'Ingres de Man Ray. Et parfois, j'allais même jusqu'à m'arranger pour que la dernière vidéo serve d'ouverture pour le prochain thème. Par exemple, dans mon analyse du violon d'Ingres, je parle beaucoup de la sensualité et des thématiques sexuelles sous-jacentes dans l'œuvre. Du coup, paf, transition idéale pour la prochaine vidéo, art et sexe. Bref, tout ça pour dire que j'ai bien conscience que je me donnais beaucoup de mal pour pas grand-chose, mais en tout cas, j'avais prévu plusieurs séries comme ça. Et puis un jour, j'ai eu envie de parler de trucs sans rapport avec tout ça, genre l'art et la mode, l'art et la gastronomie, l'art et le maquillage, et puis je me suis dit, eh ben why not? Et puis j'ai commencé de nouveaux formats comme les 3 coups de pinceau ou bien Fame. Enfin bref, je me suis bien éclatée. Mais il m'en restait une série de 3 vidéos que j'avais prévues d'avance et que je n'ai jamais réalisées. Et comme j'aime pas laisser les choses inachevées, même 20 ans après, j'ai décidé de terminer cette série là, tout de suite, maintenant, sous vos yeux ébahis. Et on commence tout de suite avec une vidéo généraliste sur l'op art ou art optique si vous faites partie du gang des Frenchies hardcore. Mais pour comprendre ce qu'est l'op art, il faut d'abord s'intéresser à son cousin, l'art cinétique. L'art cinétique, c'est un mouvement artistique basé sur l'esthétique du mouvement. Il est principalement représenté en sculpture, où les artistes ont recours à des éléments mobiles. En fait, une des premières manifestations de l'art cinétique, c'est ça. Bicycle. Et oui, encore Duchamp, mais que voulez-vous, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il a énormément influencé l'histoire des arts. Mais Duchamp, c'était en 1910. L'expression art cinétique, il faudra attendre 1954 pour qu'elle soit adoptée. Elle sert à désigner les œuvres d'art mises en mouvement par le vent, le spectateur et ou des mécanismes motorisés. C'est le cas par exemple des superbes mobiles inventés par Alexander Calder, des sculptures formées de fils et de pièces métalliques qui sont mises en mouvement par le déplacement de l'air ambiant. L'op art est lui aussi un art du mouvement, mais un mouvement un petit peu différent. Déjà parce qu'il ne repose pas sur des objets en 3 dimensions, c'est-à-dire des sculptures. Non, l'op art, c'est un art strictement pictural. Mais alors, comment faire du mouvement en 2D avec uniquement de la peinture, me demanderez-vous? Eh bien, en jouant des illusions d'optique, de la vibration rétinienne et de l'impossibilité de notre œil à accommoder simultanément le regard à 2 surfaces colorées, violemment contrastées. Alors si, comme moi, les sciences et l'optique, c'est pas votre fort, tout ça doit vous sembler un chouïa obscur. Il faut dire que l'op art est un mouvement très porté sur les sciences et les théories scientifiques, trop même aux yeux de certains de ses détracteurs qui lui reprochent du coup de se détourner de l'art avec un grand A. Mais ça, on y reviendra plus tard. Donc, si j'essaie de vous expliquer ça simplement, autant pour moi que pour vous, puisque à nouveau, je suis un peu une quiche en optique. En gros, l'image passe par la rétine de notre œil pour se transmettre jusqu'au cerveau. Mais il arrive qu'il interprète mal l'image en question, pour différentes raisons. Par exemple, des contrastes trop importants. Ça génère différentes illusions d'optique, comme le fait de voir des ronds gris dans ce quadrillage en noir et blanc. Les illusions d'optique peuvent aussi provoquer l'impression qu'une image immobile est dotée de mouvement, comme ici, en raison de la proximité, de la répétition et de la légère déformation des motifs. Aux origines de l'op art, on trouve les théories visuelles développées par Wassily Kandinsky dans les années 1920. Il faut se rappeler qu'au Bauhaus, une école des beaux-arts fondée en Allemagne en 1919, les étudiants exploraient une esthétique avant tout fonctionnelle. Ainsi, ils apprirent que la manière dont une couleur est perçue dépend de son contexte et que, par exemple, certaines couleurs, en quelque sorte, elles vibrent lorsqu'elles sont appliquées les unes contre les autres. C'est ainsi que le peintre allemand Joseph Albers se livra à une étude systématique de la relativité et de l'instabilité des couleurs qui sera d'une grande utilité à l'op art. Même si je vous l'accorde, de prime abord, c'est pas évident de comprendre en quoi la couleur est si importante dans l'op art. En effet, au début de l'op art, dans les années 1950, les premières œuvres optiques sont basées sur le contraste entre le noir et le blanc, parce qu'on peut difficilement faire plus contrasté. Et c'est tout, pas d'autres couleurs. Elles utilisent la persistance rétinienne pour créer des illusions d'optique. En gros, l'œil garde en mémoire l'image qu'il vient de voir, alors même qu'une nouvelle image arrive. C'est le principe du thaumatrope pour ceux qui connaissent. La cage et l'oiseau ont beau être sur 2 images distinctes, l'œil garde en mémoire l'une, alors que l'autre apparaît, donnant l'illusion que l'oiseau est dans la cage. C'est pour ça que certaines œuvres de Victor Vasarely ou Bridget Riley semblent bouger. Mais par la suite, de nombreux artistes du mouvement op art vont se mettre à utiliser des couleurs pour profiter pleinement de leur potentiel à créer des effets d'optique surprenants,
s'inspirant notamment du travail des Delaunay. Tiens, en aurais-je déjà parlé quelque part? Tiens, et puisque j'en suis à parler de Victor Vasarely, autant s'arrêter un petit peu sur son cas, parce que c'est juste l'une des figures les plus importantes de l'op art. Il a suivi des cours au Bauhaus, bien entendu, où il développa un grand intérêt pour le progrès scientifique. Il détestait l'idée de l'artiste comme figure égocentrique et mégalomaniaque. D'ailleurs, comme nombre de ses contemporains et collègues de l'op art, il ne signait pas ses œuvres et ne laissait aucun indice de qui était l'artiste derrière elle. De son côté, l'artiste britannique Bridget Riley se spécialisa dans les tableaux en noir et blanc, dans lesquels il s'amusait à introduire de subtiles modifications dans ses structures géométriques. En variant les formes et les tons, ses œuvres déclenchent des oscillations et des ondulations optiques. Bien sûr, les admirateurs de l'abstraction classique et de l'expressionnisme abstrait avaient horreur de ça. Manquerait plus que l'art devienne ludique, tiens. Bref, avec tout ça, des artistes anti-superstars, un art abstrait qui déplaisait aux amateurs d'art abstrait, eh bien rien d'étonnant qu'il faille attendre 1965 pour que l'op art connaisse un début de reconnaissance internationale. Il aura fallu attendre deux choses pour que le succès arrive. Une exposition au MoMA de New York intitulée L'œil réceptif et une reprise presque immédiate des procédés visuels des artistes de l'op art par le monde de la mode et du design graphique, le rendant instantanément plus populaire auprès du grand public. Mais alors, s'il était si apprécié, qu'est-ce qui justifie le déclin de l'op art, puisque c'est un mouvement qui ne dura grosso modo que durant les années 60-70? Eh bien, le principal reproche fait à l'op art, au même titre qu'à peu près tout l'art abstrait du XXe siècle, à vrai dire, c'est qu'il ne serait pour certains que décoratif, agréable à regarder, mais dénué de sens. Bon, personnellement, je ne vois rien de choquant là-dedans, mais beaucoup de critiques de l'époque, et beaucoup de critiques actuelles d'ailleurs, ont un rapport très péjoratif à l'art décoratif. Pour eux, c'est vraiment l'antéchrist de l'art. En gros, on reprochait à l'op art de ne déboucher sur aucune signification profonde ou symbolique. D'ailleurs, certains artistes de l'op art disaient eux-mêmes que leur art était à mi-chemin du design, et que ce qui comptait, en fait, c'était l'expérience visuelle immédiate du spectateur. Tant et si bien que certains critiques ont même été jusqu'à qualifier l'op art de naïf, de superficiel, et pour l'essentiel, d'échec. Ce que je trouve vraiment dommage parce que, à mon sens, l'op art est intéressant à plein de niveaux. Déjà, c'est un art qui réconcilie le champ des beaux-arts, la peinture, la sculpture, tout ça, au champ des arts appliqués, tels que le design ou la mode. Bref, l'art plus fonctionnel. Ce que je trouve formidable, parce que ça peut permettre d'éviter le côté parfois franchement élitiste des beaux-arts. Ensuite, comme je l'ai dit, l'op art est un art très ludique, et donc très accessible. Pas besoin d'avoir étudié l'histoire des arts de fond en comble pour l'apprécier. Et enfin, c'est une forme d'art qui entretient des liens étroits avec les sciences, plus particulièrement la physique et l'optique. Ce qui est toujours chouette parce que, on a souvent tendance à opposer les deux. Et puis franchement, moi je ne vois pas en quoi l'op art est superficiel. C'est un art de l'illusion, ce qui par définition veut dire qu'il soulève tout un tas de questions quant à l'idée de réalité, notamment de réalité visuelle. Comment puis-je me fier à ce que je vois quand c'est si simple de se jouer de mon regard ? Alors je sais pas vous, mais moi, ça me semble pas du tout dénué de signification profonde tout ça. Et voilà pour mon petit retour sur l'op art, un mouvement artistique dont on ne parle pas du tout assez à mon goût. Prochainement, je reviendrai donc sur un des artistes de ce mouvement, mais j'ai décidé de garder la surprise pour le moment. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas que le pouce vers le haut, l'abonnement, le partage, le cacha. Si c'est le cas, n'oubliez pas que le pouce vers le haut, l'abonnement, le partage, le commentaire soyeux, tout ça, ça fait vivre la chaîne qui a toujours ses pages Utip et Tipeee. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour encore plus d'art.